Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Je suis ravie de vous retrouver. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne semaine et que vous avez eu de très très bonnes lectures. Aujourd'hui pour cette vidéo, comme vous l'avez vu dans le titre, je vais vous parler des 5 finalistes du PLIB que j'ai lus. Ça y est, je les ai tous lus. Et je vais pouvoir donc de ce pas aller voter pour le gagnant. Mais je voulais vous faire un petit topo des 5 finalistes, vous dire ce que j'en ai pensé assez rapidement. Et puis peut-être aussi pour vous donner envie de voter pour l'un de ces 5 romans, parce que vous aussi, vous avez la possibilité de voter pour les 5 finalistes en tant que lecteur. Ça s'appelle la voix des lecteurs. Vous pouvez, vous aussi, apporter votre voix à votre roman préféré. Donc, sans plus attendre, je vais vous parler du coup des 5 finalistes. Je vais commencer par celui que j'ai le moins aimé. Et on va aller comme ça, crescendo, vers le trio de tête. Et je vais aussi vous parler de mon intention de vote, et non pas mon vote réel, parce que ça, je le garde pour moi. Voilà. Et donc, je ne sais pas pourquoi j'ai dit ça, mais bon, voilà. Donc, je vous mettrai les couvertures ici, là, je sais pas. Mais je vous mettrai les couvertures dans la vidéo parce que c'est des romans que je n'ai plus, que j'ai lus, enfin que j'ai empruntés ou que j'ai lus en numérique, mais que je n'ai plus. Donc, premier finaliste que j'ai lu, enfin premier finaliste, en ordre de passage, j'ai lu Rouge de Pascaline Nolot, que j'ai lu en mai dernier. Alors, Rouge, c'est une réécriture de conte, c'est une réécriture du conte du Petit Chaperon Rouge qui a été réadapté par Pascaline Nolot. On y suit donc une jeune fille qui s'appelle Rouge, qui a une particularité, elle a une grosse, ce qu'on appelle une tache de naissance rouge sur le visage, et elle est la risée de son village. Elle est pestiférée, elle est mise au banc de la société, enfin bref, elle n'a pas eu une enfance géniale. Il y a guère que le curé du village qui lui apporte un semblant de vie normale, qui la considère comme une enfant normale. Et dans ce village, il y a une espèce de tradition. Dès que les filles ont leur premier sang, c'est-à-dire qu'elles ont leur règle pour la première fois, elles sont envoyées dans la forêt à comment on l'appelle? On l'appelle comment cette brave femme? Voilà, on l'envoie chez la grand-mère qui vit au cœur de la forêt. Et il faut savoir que les filles ne reviennent jamais. Voilà, autant dire les choses comme elles sont. Et donc, quand ça arrive à Rouge, elle est donc envoyée plutôt 2 fois qu'une au cœur de la forêt voir la grand-mère. Alors, les villageois font une teuf du feu de Dieu quand Rouge a son premier sang et du coup quitte le village. Du coup, ça lui fout un petit peu les boules, hein, la pauvre gamine. Et elle va donc retrouver la grand-mère au centre de la forêt. Et là, la fameuse grand-mère va lui apprendre un certain nombre de choses, notamment sur sa naissance et sur sa conception. Et là, Rouge, elle va voir Rouge. Lol. Rouge va voir Rouge parce que elle était bien loin d'imaginer ce qui s'était passé et elle a un sérieux désir de vengeance quand même. Et tout le long du roman, on va suivre un petit peu son état d'esprit et ce qu'elle va concocter pour se venger. Alors oui, je comprends bien le message. Le message du roman qui se veut quand même particulièrement féministe, mais j'ai trouvé que cette réécriture était particulièrement violente et crue. Le récit s'attache en longueur, on décrit pas mal de choses, mais voilà, je me suis pas énormément attachée au personnage, sauf au personnage de Rouge, qui, bon, malgré tout, évolue quand même dans ce roman. Mais bon, clairement, pour moi, les réécritures de contes, c'est clairement pas pour moi. Moi, je préfère largement le récit original.
Voilà, je suis mitigée quand même, hein, sur cette lecture. C'est quand même la lecture qui m'a le moins emballée dans ces 5 finalistes. Ça retire en rien à la qualité du roman. Il y a des gens, enfin, je sais qu'il y a des jurés qui ont adoré ce roman. Moi, ça ne l'a pas fait avec moi, malheureusement. Mais bon, voilà. Mais j'étais quand même assez contente de découvrir ce roman, parce que je pense que sans le pli, je serais passée complètement à côté. Ensuite, j'ai lu La princesse au visage de nuit de David Braille, publié, je crois, aux éditions de L'Homme sans nom, que j'ai lu en avril 2021. Alors ici, on se retrouve un peu dans un thriller fantastique. On fait la connaissance de Hugo, qui a quitté son village natal 20 ans auparavant. Il s'entendait pas du tout avec ses parents et il avait vécu un drame là-bas. Il s'est perdu avec deux de ses petits camarades et lui seul est revenu. Ses 2 camarades ont complètement disparu et ça fait 20 ans du coup pour oublier ce traumatisme. Il est parti et là il apprend la disparition de ses parents dans un accident de voiture. Donc, il est obligé de retourner sur son village natal pour régler les problèmes, ne serait-ce que l'enterrement, la succession, tout ça. Et du coup, il retourne là-bas, bien malgré lui, hein, quand même, il faut bien le dire, parce que c'était pas non plus une joie, hein, c'était pas la panacée. Et il pense, voilà, il restait 1 ou 2 journées, pas plus. Malheureusement, l'enquête sur l'accident de ses parents fait apparaître que c'était pas un accident, justement les freins ont été trafiqués et un certain faisceau d'indices indique que Hugo n'est peut-être pas complètement étranger à cet assassinat. Et donc il va être obligé de rester pour pouvoir faire la lumière sur la mort de ses parents. Et les réminiscences du passé vont aussi revenir parce que rien n'a été résolu en 20 ans. On ne sait toujours pas ce qui est advenu de ses petits camarades. Et c'était bien dommage. Alors, j'ai bien aimé ce roman-là, les personnages, l'ambiance teintée un petit peu de fantastique. Le style est très très fluide. Les personnages sont bien campés. On s'attache tout de suite au personnage d'Hugo, surtout sur son passé, parce qu'il a vécu des choses pas drôles. Et ça a laissé quand même des traces physiques et psychologiques encore à l'âge adulte. Il n'a pas encore fait le deuil de ça. Il tente encore peu ou prou de se reconstruire. Alors, ce qui m'a gêné dans ce roman, c'est la fin, que j'ai trouvé qui arrive assez vite. Et on se dit, bah oui, tout ça pour ça, finalement, ouais, Voilà, la fin m'a pas convaincue, même si globalement j'ai bien aimé le roman. Donc du coup, c'est pour ça qu'il se retrouve en 4e position. J'ai bien aimé la plume de David Braille, j'ai trouvé très très fluide. Je pense que je lirai d'autres de ses romans, mais voilà, même si voilà, tout le roman était de très très bonne qualité, pour moi la fin n'a pas été au bout. Voilà, c'est pour ça qu'il ne fait pas partie du trio de tête. Alors maintenant, on va passer donc au trio de tête. Et donc, j'ai lu Rocaille de Pauline Cidre, publié aux éditions Silex, ou Projet Silex. On va dire Projet Silex. J'ai donc lu Rocaille. Je l'ai terminé pas plus tard qu'hier, je crois. Alors là, c'est contre toute attente, j'ai beaucoup aimé. J'ai beaucoup aimé car ici on trouve le personnage de Gésil qui est roi et qui a malheureusement été assassiné. C'est le roi d'un royaume, j'enfonce une porte ouverte mais bon vous me connaissez maintenant, d'un royaume. Dans son château, il fait pousser pas mal de choses grâce à son sang vert. Il fait pousser des fruits, des légumes, des fleurs, des machins. Bref, il nourrit tout son petit monde. Et par-delà son château, il y a ce qu'on appelle la rocaille, un monde sec, aride, avec des gros cailloux, donc d'où le nom de rocaille, où les habitants tentent peu ou prou de survivre avec des racines, des tubercules. Voilà, ils boivent la sève des arbres. Enfin bref, c'est pas la panacée là-bas. Hein,
voilà, c'est plutôt une survie plutôt qu'une vie. Et donc, du coup, Gésil se trouve assassiné et il pensait donc profiter de sa mort, mais que nenni, il se trouve ressuscité par une bande de brigands par le biais d'un sortilège qui a été inventé par les magistres, qui sont des puissants magiciens qui ont eu leur âge d'or aussi dans le royaume et dont il ne reste quasiment plus personne parce qu'ils ont tous été éradiqués. Ils ont tous disparu de la surface de la planète. Et donc Gésil se retrouve ressuscité avec le sortilège des 8 vies. Donc il est donc ressuscité pour sa première vie, mais on comprendra très vite qu'il y a eu quelques soucis. Il est ressuscité par une bande de brigands, les Funestrels, qui ont été payés par la sœur de Gésil pour qu'il vienne récupérer son trône. Parce qu'on sait très vite qu'il a été assassiné, on sait très vite que c'est pas pour... voilà, c'est pour s'accaparer le trône qu'il a été assassiné, et donc du coup sa sœur a payé les Funestrels pour qu'il soit remis sur son trône bien vite. Le problème, c'est que ce bon vieux Gésil a un peu perdu ce qui faisait sa substance, et donc il faut absolument qu'il s'adjoigne les services d'un magistre, et coup de bol, il en reste un. Il n'a pas fait Koh-Lanta, mais il en reste qu'un. Et donc du coup, avec les Funestrels, ils vont aller le chercher pour pouvoir reprendre le château et reprendre le trône assez rapidement. Et donc du coup, on rencontre le personnage du dernier magistre, Lueld, qui est un jeune homme, et dans quelques chapitres, on voit son enfance, et son adolescence, jusqu'à son âge adulte, et on voit qu'il n'a pas eu une enfance très heureuse. Dès sa naissance, il a été rejeté par sa mère parce qu'il brillait, les magistres brillent, et pour toute sa vie, on lui a fait comprendre que cette luminescence était une tare, une anomalie, et non pas un don. Et donc du coup, il a vécu avec pour lui c'est pas un don, c'est une malédiction, et il a vécu tant bien que mal avec cette malédiction. Et quand Gésil vient le voir pour lui dire tu es un magistre, tu es le dernier de ta caste, imagines-tu, c'est un don, il a un peu de mal à comprendre ce qu'on veut de lui, quoi. Et il va falloir que Gésil apprenne à l'apprivoiser et lui fasse comprendre que ce qu'il a, c'est un don et non pas une malédiction. Et on a tout cet apprentissage entre Gésil et Lueld. J'ai beaucoup aimé. Et j'ai aussi beaucoup aimé aussi la relation que ces deux personnages vont avoir avec les Funestrels, notamment avec Fauchon et Iliane. Alors Fauchon, c'est le simplet il est décrit comme un personnage simplet, mais il a une force herculéenne. Et, c'est un personnage terriblement attachant. Et Iliane, alors elle, je ne veux pas dire qu'elle est badass parce que j'ai horreur de ce mot. Ça veut rien dire être badass. Hein. T'es une femme avec un fort caractère, mais c'est pas pour ça que t'es une badass, quoi. T'as un fort caractère, t'as du caractère, point. Pas une femme forte, une femme, voilà. Mais elle a un caractère de cochon, ça on peut pas le nier. Elle est même très très soupe au lait, mais voilà, je veux pas dire que c'est une badass. Et elle mène les Funestrels pas dans un gant de velours, dans un gant de fer, point. Elle les tient tous par les coucougnettes, et quand ils font pas ce qu'elles veulent, elle n'hésite pas à les trucider. Bref, j'ai beaucoup aimé les personnages. Il y a beaucoup d'humour dans ce récit, et moi, le personnage de Gésil, il m'a beaucoup touchée parce que il s'aperçoit qu'il a été, de son vivant, il n'a pas été le roi qu'il aurait voulu être. Voilà, il se contentait de ce qu'il avait. Il était très content de son sort. Il ne s'intéressait pas du tout à la politique, alors qu'il aurait dû. Il n'aurait peut-être pas décédé dans d'affreuses circonstances. Et voilà, il se dit que mort, il est peut-être meilleur roi que vivant. J'ai beaucoup aimé. C'est pas un coup de cœur, mais voilà, j'ai beaucoup aimé le. Ça te saoule ce que je te dis pour que tu te mettes en veille? C'est fou ça quand même.
J'ai beaucoup aimé, voilà, j'ai beaucoup aimé ce roman. C'est pas un coup de cœur, mais j'ai passé un agréable moment avec tous ces personnages. Et voilà, j'ai aimé de bout en bout le style de Pauline Cidre, l'intelligence et la façon dont elle a construit son univers. Je l'ai trouvé très riche, très bien construit. Et je suivrai avec plaisir les autres romans de l'autrice parce que j'ai découvert vraiment une plume très très sympa. Voilà, ça a été une super découverte. En deuxième position, en deuxième position, j'ai mis Steam Sailor, le tome 1 de E.S. Green, publié aux éditions Gulfstream. Alors lui, ça a été le coup de cœur inattendu que j'attendais pas du tout. Je l'ai lu en juillet dernier, il n'y a pas tellement longtemps. Ça a été un coup de cœur pour l'univers. C'est un peu du steampunk. On est dans le bas monde après l'éradication des alchimistes. Il n'y en a plus du tout. Et ils font encore l'objet de tous les fantasmes parce qu'ils ont ce qu'on appelle une cité qui n'a jamais été découverte. Alors forcément, elle fait l'objet de toutes les légendes, toutes les convoitises, et tous les aventuriers du monde veulent retrouver c'est un peu leur saint Graal, en fait, de retrouver cette fameuse cité. Et on fait la connaissance de la jeune Prudence, qui a des pouvoirs magiques, et elle vit, c'est une orpheline, et elle vit un petit peu en paria, jusqu'au jour où elle se fait kidnapper par des pirates. Et elle est kidnappée par ces pirates. Elle se trouve rapidement embauchée en tant qu'infirmière sur le navire, étant donné que le médecin a disparu corps et âme. On ne sait pas ce qu'il est devenu, quoi qu'on le découvrira assez rapidement dans le roman, ce qui m'a bien fait rire d'ailleurs. Et très vite, les pirates s'aperçoivent que Prudence a des capacités, a un don, et elle va très rapidement se faire adopter par ces pirates. Et moi, ce que j'ai beaucoup aimé, ce qui m'a réellement plu dans ce roman, c'est le lien qui est très vite créé entre Prudence et ces hommes qui n'hésitent pas à tuer, à piller, enfin bref, à faire leur boulot de pirate. Et l'attachement profond qu'ils ont vis-à-vis de cette jeune fille, qui va rapidement devenir pas leur mascotte, mais le trésor qui est à protéger. Et j'ai trouvé ça absolument magnifique. J'ai beaucoup ri dans ce roman parce qu'il y a des passages très très drôles, des moments très touchants aussi. J'ai vraiment adoré ce roman. Et puis moi j'aime beaucoup quand il y a les histoires de pirates, quoi, parce qu'ils ont un code d'honneur, ces gens-là. Et là encore dans ce roman, les pirates de l'héliotrope ont réellement un code d'honneur. Dès qu'ils prêtent allégeance à l'héliotrope et à leur capitaine, ils font table rase de leur passé. Tout ce qui leur est arrivé avant est oublié. Il y en a beaucoup qui cherchent à oublier ce qui s'est passé et veulent reprendre leur vie de zéro. Et j'ai beaucoup aimé ces personnages de pirates qui sont très profonds. J'ai adoré. Enfin voilà, j'hésite beaucoup avec le dernier roman que je vais vous présenter en guise pour mes votes. Je peux vous dire que j'hésite entre ces deux-là parce que les deux ont été un coup de cœur. Et enfin, donc le dernier. C'est qui le dernier? Ah, il est là. Le dernier, c'est bien évidemment La Ville sans vent, le tome 1 d'Éléonore de Villepoix, paru aux éditions Hachette. C'est pareil, alors ce roman-là, ça a été un coup de cœur monumental pour ce premier roman de l'autrice où elle a réussi à construire ce qu'on appelle un world building, un monde extrêmement riche, extrêmement bien construit, avec plusieurs niveaux complexes sans être lourd, enfin complexe, je dis non pas complexe, mais très riche en fait, et qui est pas difficile à comprendre. Donc on fait la connaissance de l'Astyanax, qui est apprenti magicien
apprenti mage, il finit sa formation, il passe son examen de fin d'études, et ça y est, il a son diplôme, et tout à sa joie, il va l'annoncer à son maître, et là, il découvre que son maître a été assassiné. Et du coup, à peine fraîchement diplômé, il va être catapulté dans les hautes sphères politiques d'Hyperborée, parce qu'il va remplacer du coup son maître, et il va être catapulté là-bas à de hautes fonctions, alors qu'il ne s'imaginait pas du tout avoir de telles fonctions aussi rapidement. Mais il va profiter donc du coup de son statut pour enquêter sur la mort de son mentor et trouver son assassin. Parallèlement à ça, on découvre le personnage de Arca, qui est une jeune fille qui a été élevée parmi les Amazones, et qui a décidé de retrouver son père, dont elle a appris qu'il qu'il vivait à Hyperborée, que c'était un très puissant magicien, et du coup elle se rend là-bas à Hyperborée. Alors bien évidemment, vous vous doutez bien que le personnage de la Cyanax et le personnage d'Aria vont se rencontrer, ils vont se rencontrer, et c'est tout le premier tome, ça va être la rencontre et l'apprivoisement de ces deux personnages, parce que évidemment ils vont s'entraider pour aller chacun vers leur but. J'ai beaucoup aimé la relation qui se noue entre ces deux personnages. J'ai beaucoup aimé Hyperborée, cette fameuse ville sans vent. J'ai beaucoup aimé les complots, voilà, le récit est rythmé, il n'y a pas de temps mort, et pour un premier roman, je trouve ça absolument fantastique. Parce qu'il y a des fois, il peut y avoir des petites longueurs, et non, là, il n'y a rien à jeter sur ce premier tome, et je l'ai bouffé, parce que je l'ai lu, je l'ai lu quand même en juin 2020, donc il y a un peu plus d'un an, et je m'en souviens encore, c'est génial. J'ai lu le tome 2 il n'y a pas tellement longtemps. Voilà, c'est une saga, c'est un diptyque hein, pour une fois. J'ai fini une saga, ouf. Mais c'était vraiment un roman que j'ai vraiment beaucoup aimé. Là, au fur et à mesure que je vous en parle, je me réenjaille encore à vous parler de ce roman. C'est vraiment une très très belle découverte que j'ai faite. Alors forcément, hein, La Ville sans vent, je l'ai lu un petit peu... Non, mais pas, parce que j'étais déjà jurée à ce moment-là. Mais il faisait pas partie des 5 finalistes. Mais voilà, ça a fait partie de mes choix depuis le début. Et j'étais ravie qu'il fasse partie de ces 5 finalistes. Donc voilà, j'aimerais terminer cette vidéo en remerciant toute l'équipe du PLIB de m'avoir permis de faire partie de cette magnifique aventure en tant que jurée. J'ai fait énormément de découvertes, de belles découvertes grâce à ce prix. Il y a de nombreux romans pour lesquels je serais complètement passée à côté sans ce prix. C'est ça que j'aime moi dans ce prix et dans les prix littéraires en général, c'est de découvrir des nouveaux auteurs, des romans pour lesquels on ne serait pas allé directement en librairie, de nous ouvrir nos horizons, de nous faire sortir de notre zone de confort et de nous faire découvrir de nouveaux talents. Et ça, c'est ce que j'ai beaucoup aimé avec cette expérience du PLIB. Donc encore, merci à eux. J'espère que cette vidéo vous a plu, qu'elle vous aura permis de découvrir ou de redécouvrir ces romans. Je vous mettrai en barre d'infos le lien vers La Voix des lecteurs si vous voulez vous-même voter pour l'un de ces 5 romans pour faire concourir votre roman préféré, même si vous n'êtes pas de juré du PLIB. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air, à la partager, à la faire voyager. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, n'hésitez pas, c'est gratuit, ça fait plaisir et ça ne fait de mal à personne. Sur ce, je vous laisse, je vous souhaite une très très belle journée, de très très belles lectures, une très très belle semaine, et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!